Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci beaucoup d'être là, je suis ravi de pouvoir vous présenter mon livre et vous expliquer la démarche de ma recherche. Moi je m'appelle Axel Sénéquier, donc j'ai une double activité, je suis écrivain et formateur. J'ai publié 8 livres, 3 pièces de théâtre, je fais une chronique 3 fois par semaine sur YouTube qui s'appelle « Ne laissez pas vos rêves sans surveillance ». Autant dire que la question de la réalisation des rêves est vraiment quelque chose qui m'obsède, qui me travaille énormément. Et en parallèle, je fais de la formation, donc je suis aussi vraiment passionné par cette question de la pédagogie, de l'apprentissage, et notamment de la réalisation de soi, du passage à l'âge adulte. Ça va être l'objet de cette présentation, où j'ai prévu à peu près une présentation de 45 minutes, et puis ensuite un temps de questions-réponses. Moi, j'ai pas de limite, je jusqu'au bout de la nuit pour parler d'un sujet qui est passionnant. Avant qu'on entre plus dans le dur, je vais vous poser une question, je vais la poser globalement, et puis ensuite j'aimerais avec deux personnes de répondre pour se mettre un peu dans le sujet. Prenez un temps de réflexion, et j'aimerais savoir si vous rencontriez l'enfant que vous avez été, le petit garçon, la petite fille que vous avez été, on va dire entre 8 et 10 ans, qu'est-ce que vous lui diriez si vous avez une question? Samia. J'ai pas encore réfléchi. Je regrette rien dans ma vie, donc je lui dirais amuse-toi. Amuse-toi. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Moi, je dirais rien, je commençais par l'écouter parce que c'est pour le garçon, on va pas. D'accord. Moi, je dirais simplement aime-toi, tel que tu es. Ça rejoint un petit peu aussi le fait de confiance. Parfait. Merci beaucoup. On va utiliser. Moi, j'aurais dit oser. Ah, pardon. Oser, ose. Ose. Et écoute-toi. Écoute-toi. J'aurais dit faux, c'est reste toujours toi-même. Ose, reste toi-même. Moi, je suis pas méchante, hein, mais je me suis pas écoutée pendant 20 ans et voilà, c'est dommage que tu aies attendu 20 ans pour t'écouter et oser être ce que tu voulais. D'accord. Avant. C'est ça. Donc, je vais pas en fait. Ok, super, merci. Je suis content qu'on puisse débuter comme ça, parce que vous allez voir évidemment, la question de la réalisation des rêves renvoie à beaucoup de choses, renvoie à des questions très intimes, renvoie à la question de l'enfance, la réalisation de soi, comment on passe à l'âge adulte, comment on se respecte, comment on se trahit. On navigue tous un petit peu à vue. Il n'y a personne qui vraiment, s'il se revoyait enfant, lui dirait « t'inquiète pas, ça va être nickel ». Personne ne lui dirait « c'est une catastrophe ». On navigue tous un petit peu à vue, on essaye de faire un peu comme on peut. Et c'est vraiment des questions qui me fascinent. Je vous ai dit, j'ai publié 8 livres, 3 pièces de théâtre, dont plusieurs sur le sujet du rêve. Le bruit du rêve contre la vitre, mes chroniques, ne laissez pas vos rêves sans surveillance, qui sont vraiment sur ce thème, comment on navigue sur tout ça. Pour commencer, moi je vais débuter avec cette affirmation. On dit souvent, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi j'ai une conviction très forte, je pense que c'est faux. On dit souvent le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi je pense qu'il faudrait remplacer, réactualiser cette idée par celle-ci. Le monde n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, le monde appartient à ceux qui sont heureux de se lever. Je crois que vraiment ça fait une différence fondamentale dans la vie. Quand le réveil sonne le matin, quel est mon état d'esprit? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis excité? Est-ce que je suis heureux de la journée que je vais passer? Ou est-ce que je me dis, comment ça va? Comme un lundi, la semaine va être longue, les prochaines vacances. Voilà. Quel est mon état d'esprit et ma perception de la vie? D'ailleurs, le rappeur Orelsan en parle dans une de ses dernières chansons. Il dit une phrase que je trouve très juste, il dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Qui est une manière un peu ironique de répondre à ça, de dire finalement on dit à tout le monde qu'il faut se lever tôt, lui il fait une carrière extraordinaire, il réalise ses rêves, alors qu'il vit peut-être la nuit principalement. Donc du coup, le monde appartient à ceux qui sont heureux de se lever, et moi c'est une question qui m'a toujours travaillé. Comment est-ce qu'on gère ce passage de l'enfance à l'âge adulte? Finalement, si on voit les enfants, si on interroge les enfants,
quand on leur pose la question avant l'adolescence, ils ont toujours de grands rêves. Quand on demande à un enfant ce qu'il veut faire de sa vie, il va vous dire voilà, moi je veux être astronaute, je veux être explorateur, je veux être aventurier, je veux soigner les animaux, je veux voyager. On a toujours des grandes ambitions. Si on revoit les enfants, pas un enfant n'a des rêves raisonnables. Personne ne va vous dire moi je veux surtout faire 35 heures et puis pas une minute de plus, et puis voilà, avoir une existence tranquille. Quand on est enfant, on a tous des choses qui sont un peu hors normes, hors cadre. Or, quand on retrouve ces mêmes personnes, une fois qu'elles ont basculé à l'âge adulte, il va y avoir une espèce de séparation, une espèce de ligne de fracture. Il y a des gens qui vont être heureux, qui vont être épanouis, mais il y en a aussi beaucoup, et c'est là où ça va être beaucoup compliqué, qui vont intégrer finalement que le travail est quelque chose de compliqué ou de désagréable, qui vont justement espérer le soir, attendre le week-end, attendre les vacances. On a beaucoup on dit souvent, quand j'évoque ce sujet avec des amis, l'origine latine du mot travail, ça vient de tripalium, qui était un instrument de torture. Donc on intègre bien que finalement, travailler, ça doit être de la souffrance, que finalement, une vie professionnelle, ça doit être quelque chose de douloureux, de difficile, de désagréable. On a ce côté un peu peut-être judéo-chrétien où finalement il faut souffrir. Un travail, c'est forcément quelque chose de difficile, de désagréable. Or, c'est bien les mêmes enfants qui étaient heureux, qui avaient des rêves, qui voulaient faire des grandes choses, qui se retrouvent à l'âge adulte à dire comment ça va, écoute, comme un lundi. Quand on y réfléchit bien, finalement, un des plus grands sujets de conversation en entreprise à la machine à café, c'est les vacances. On passe son temps à nous dire les vacances au week-end. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'est-ce que tu prévois là pour les vacances de Noël? Vous partez au ski? Tu as fait quoi cet été? Les vacances qui représentent finalement 5 semaines dans l'année, c'est bien, mais en tout il y a 52 semaines, donc on passe notre temps à parler de ces 5 semaines de vacances et finalement à ignorer un peu le reste de l'année. Donc c'est vraiment une question que je trouve absolument fascinante. Qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de temps entre les peut-être 15 et disons 25 ans? Il y a une espèce d'angle mort où on a des enfants qui sont heureux, qui sont épanouis, qui sont impatients de se lever, qui aiment ce qu'ils font, et des adultes qui vont parfois être un peu en souffrance et en difficulté. Mais, et c'est là où j'en arrive à mon bouquin, il y a quand même des gens qui passent entre les gouttes. Il y a des gens, on en connaît, on en voit beaucoup dans les médias, qui sont heureux de se lever le matin, qui sont excités lorsque le réveil sonne, qui disent ben voilà, je vais mener une journée fascinante, je vais faire des choses que j'aime. Et généralement, c'est pas compliqué, moi ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est des gens qui en fait n'ont pas laissé leur rêve au placard. Quand ils passent à l'âge adulte, ils arrivent à passer entre les gouttes et à se dire ok, j'ai des rêves d'enfance, ça peut être de soigner les animaux, ça peut être de changer le monde, ça peut être de voyager, ça peut être d'améliorer la condition humaine. Et en fait, ils lâchent pas. Ils lâchent pas ça, ils arrivent à passer entre les gouttes. Donc, pour faire ce livre, je me suis penché sur tout ça. Je me suis penché sur ces gens. Alors, il y en a des célèbres, mais pas que. Alors, je vais parler de certaines personnes célèbres, mais il y a aussi des gens anonymes. Des gens qui sont artistes, des gens qui sont sportifs, des gens qui créent leur entreprise, qui collectionnent, qui ont tous cette caractéristique qui est d'être passionnés. Quand le réveil sonne, ils sont heureux. Attention, c'est pas du tout lié à la célébrité, c'est pas lié à la réussite financière, entre guillemets. Il y a des gens qui ont des métiers finalement assez modestes, mais qui adorent ce qu'ils font. Et je crois vraiment que la ligne de fracture dans notre société, elle passe là. Quel est mon état d'esprit quand le réveil sonne? Donc, quelques-uns, il y a des gens qui font de la recherche, il y a des gens qui sont artistes, il y a des gens qui sont sportifs, il y a des gens qui sont astronautes, il y a des gens qui sont comédiens. Et ils ont tous cette caractéristique, finalement, d'être des gens assez positifs, assez enthousiastes et qui ne diront jamais cette phrase terrible, comment ça va, comme un lundi. Moi, je vous disais en parallèle, j'anime des formations, j'ai un participant qui m'a dit une phrase stupéfiante il n'y a pas longtemps. On était mercredi au retour du déjeuner. Je lui ai dit ça va, t'es prêt pour la suite de la formation? Il m'a dit ah bah super, ça y est. On est mercredi après-midi, donc on a basculé. Maintenant on est plus proche du week-end que du début de la semaine. Je me suis dit mais on rit mais c'est terrible. Donc on passe en fait sa vie à attendre, à se dire ça y est, enfin le week-end, les prochaines vacances. Donc finalement, au lieu de vivre notre vie, nos rêves, voilà, on passe notre vie entre guillemets à attendre. Et eux non. Comment ils font?
C'est cette question voilà, qui m'obsède. Alors, comment ça se fait que des enfants passionnés, enthousiastes, deviennent parfois des adultes un peu amers? Il y a 3 accusés, principalement 3 accusés. On va voir tout d'abord évidemment la famille. La famille, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs. En gros, les gens qui éduquent, les gens qui nous éduquent en tant qu'enfants. Pourquoi? Parce que, alors moi j'en parle très librement, parce que je suis papa, j'ai 3 enfants. Et en fait, quand on a des enfants, évidemment, on les aime d'un amour inconditionnel, et donc on a un sentiment qui guide nos décisions pour eux, on a peur. On a peur pour nos enfants. Il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a le froid. Donc j'ai peur pour mes enfants. Donc je vais systématiquement leur donner des conseils pour les orienter vers 2 choses. Premièrement, la sécurité, et deuxièmement, le confort. Donc, tu peux faire ce que tu veux, mais je veux que tu sois en sécurité. Et je veux que tu aies une vie confortable. Donc, passe ton bac d'abord. Donc, pourquoi tu ne fais pas plutôt des concours de la fonction publique? La sécurité de l'emploi, un métier qui permet de bien gagner ta vie. Donc je vais les orienter vers des choses qui sont sécurisantes, qui sont confortables. Ce qui, évidemment, je ne vais pas vous remettre la diapositive, mais probablement l'inverse de, voilà, si j'ai envie de devenir astronaute, si j'ai envie de devenir artiste, si j'ai envie de créer mon entreprise, la sécurité ou le confort, on va probablement s'en éloigner assez rapidement. Donc, la famille, alors qu'on veut le bien de nos enfants, on va leur dire, voilà, fais des choses un peu sécurisées. Fais un concours de la fonction publique. Voilà. Une fois que tu es fonctionnaire, c'est bon, tu seras au chaud, tu auras la sécurité de l'emploi. Deuxième accusé, l'école. Alors l'école pour des raisons différentes. L'école, alors on pourrait débattre pendant 10 heures de la vocation, la fonction de l'école, qui est de prendre des enfants et de les instruire, d'en faire des adultes, mais qui est aussi de les préparer à la vie professionnelle future. Et donc en fait l'école dit, on a besoin de gens dans telle ou telle branche, et donc les CPE, on va avoir aussi cette fonction, les orienter en disant, voilà, toi tu es bon dans tel domaine, tu vas t'orienter vers ceci ou cela. Et donc on oriente les enfants vers des branches où on dit, il y aura des débouchés, il y aura des jobs, il y aura des choses. Voilà. Et enfin, troisième accusé, évidemment, la société. La société, notamment le regard des autres. On en fait tous partie, on a tous un peu ce regard sur les autres. Quand quelqu'un nous dit un truc complètement délirant, si on a un ami très proche qui nous dit, voilà, écoute, je vais tout plaquer pour aller faire un tour du monde en bateau, on dit, oulala, attention, t'es sûr, vraiment, ça peut être compliqué. Je vais créer mon entreprise, je vais hypothéquer ma maison pour faire ça. Ne fais pas ça, c'est une bêtise, franchement. Donc, on contribue tous à ça, et finalement, à faire que mes enfants ont des rêves, des appétences incroyables, et finalement vont se retrouver petit à petit prisonniers un petit peu de son père. Mon chat ne sait pas téléphoner, c'est pour prendre des notes. Ça me vexe absolument pas. Non, mais je... Merci. J'allais dire, sinon, si vous voulez, il y aura un temps de questions à la fin, on pourra échanger. Donc, les 3 accusés, on en fait tous partie, on a tous probablement passé par le même système scolaire, les mêmes structures familiales, si on a grandi en France. Donc du coup, on a été passé par tout ça, et donc maintenant on a tendance, entre guillemets, à le reproduire. Je me suis rendu compte, en étudiant le parcours des 100 personnalités, je me suis rendu compte qu'en fait, elles avaient une caractéristique, elles arrivaient en fait à passer entre les gouttes, à éviter ça, et que finalement, quand on renonce à ses rêves, quand on les perd entre guillemets en chemin, quand on les oublie sur le bord de la route, ça peut se passer à 3 étapes. Les gens qui, au contraire, ont renoncé à leurs rêves, on peut avoir 3 niveaux de contraintes entre guillemets. La première étape, ça va être rêver. Il y a des gens, au bout d'un moment, qui oublient en fait qu'ils ont des rêves. Quand on passe à l'âge adulte, petit à petit, on va oublier. On va plus se rappeler, on va dire, ah oui, mais de toute façon, ça, il y a une époque, j'aurais aimé être astronaute, mais bon, il faut être raisonnable. J'aurais aimé être cuistot, mais bon, finalement, voilà. Et donc finalement, nos rêves, on va pouvoir petit à petit les laisser de côté. Je me suis rendu compte que les gens, évidemment, qui réalisent leurs rêves ne laissent jamais sans surveillance. Ils les gardent toujours à vue, ils ne les oublient pas. Donc la première étape, je suis entré dans le détail des différentes parties du livre. Première étape, si on a oublié ses rêves, on va essayer de voir comment aller les creuser, comment aller les récupérer, voir où est-ce que j'ai pu les égarer en pense. Deuxième étape, donc il y a des gens qui ont oublié leurs rêves. Deuxième étape, oser. Qu'est-ce qui fait la différence évidemment? Est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je m'oriente sur la bonne voie? Et je me suis rendu compte que
Première étape, donc il y a des gens qui oublient leurs rêves. Deuxième étape, il y a des gens qui savent parfaitement quels sont leurs rêves, mais un peu les chocottes, et donc ils ne vont pas oser se lancer. Et donc ça, c'est probablement une situation d'ailleurs qui est assez douloureuse, difficile, inconfortable, parce que je sais en fait au fond de moi, je sais ce que j'ai envie de faire. Je me rappelle les posters qu'il y avait au-dessus de mon lit quand j'étais petit, je me rappelle des choses qui étaient, voilà, que je rêvais absolument de faire, et finalement, la société, l'école, les parents, tout le monde m'a fait comprendre que finalement, c'était peut-être pas génial, il fallait peut-être mettre ça en veilleuse. Donc là, c'est une deuxième catégorie, enfin une deuxième étape, où finalement je sais clairement vers quoi m'orienter, mais je le mets un petit peu en second. Et enfin, la troisième étape, il y a des gens qui, il y a des gens qui osent franchir le cap, et ensuite, une fois qu'ils ont franchi le cap, il y en a qui vont abandonner un chemin, il y en a qui vont se dire, bah tiens, moi je rêve d'être écrivain, mais j'ai écrit un manuscrit, je l'ai envoyé, j'ai été refusé par 10 éditeurs, les éditeurs sont méchants. Je l'ai envoyé à 10 éditeurs, il a été refusé partout, bah, tant pis, je ne serai jamais écrivain. Chaque fois je leur dis, mais t'en as fait qu'un, faisant un deuxième, un troisième, voilà. Et donc finalement, il y a des gens qui connaissent leurs rêves, ne les oublient pas, ont réussi à franchir le cap, à passer outre la société, à dire, bah, attention, écrivain, c'est des bêtises, et qui, une fois qu'ils sont en route, vont abandonner. Donc, clairement, les gens qui ne sont pas dans la réalisation de leurs rêves ont bloqué nécessairement à une de ces trois étapes. Soit ils ont laissé leur rêve de côté, soit ils se disent non mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, voilà. Ou on intègre ça, ou alors ils sont mis en chemin et finalement ils ont abandonné. Et à l'inverse, évidemment, les gens qui vont au bout de leurs rêves sont totalement alignés sur ces trois éléments. Alors, je vous présente quelques-uns. Il y en a que j'ai étudié dans le bouquin, il y en a d'autres non. Typiquement, Sophie Adno, je ne l'avais pas étudiée puisqu'à l'époque elle n'était pas encore célèbre. La nouvelle astronaute française, si vous étudiez son parcours, c'est quand même assez stupéfiant. Il y a d'ailleurs eu un article qui est paru récemment, publié par son frère, qui raconte qu'en fait, ils avaient, je crois, 5-6 ans, et ils discutaient, c'était à l'époque où Claudie Aigneret était partie dans la station spatiale, et Sophie Adno, qui avait 5-6 ans, lui avait dit « moi aussi un jour, je serai astronaute ». Et son frère, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait éclaté de rire, évidemment. Et du coup, 35 ans après, obligé de dire « je suis obligé de reconnaître que c'est toi qui as raison ». Alors attention, ça c'est quand même des parcours un peu exceptionnels, capable de rester 35 ans sur la même track, entre guillemets, ça demande une persévérance assez ordonnante. Mais si vraiment vous lisez son parcours, je vous encourage à le faire, c'est assez fascinant. Elle a pris toutes les décisions dans sa vie orientées vers ça. C'est-à-dire qu'elle a dit, ok, pour être astronaute, il faut être ingénieur. Elle a fait une prépa, une école d'ingénieur. Ensuite, il faut être pilote dans l'armée. Donc elle a intégré l'armée, elle est devenue pilote d'hélicoptère. Tout son parcours est tendu vers ça. Jean-Pierre Vernet, dans un style assez différent, c'est d'ailleurs toujours un passionné de la Première Guerre mondiale, et qui s'est mis, quand il était enfant, à collectionner les objets justement de la Grande Guerre, des poilus. Et puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Accrochez-vous bien, il en avait 50 000. Il habite à Meaux, il est allé voir le maire de Meaux, et il lui a dit, ben voilà, j'ai 50 000 objets, c'est la plus grande collection au monde d'objets de la Première Guerre mondiale. Et le maire de Meaux, qui était Jean-François Copé à l'époque, lui a dit, c'est tellement exceptionnel qu'on va en faire un musée. Et donc il a créé un musée, si vous allez voir le musée de la Grande Guerre à Meaux, c'est à l'origine, c'est une collection privée. Je crois qu'il en a fait don maintenant à l'État, mais c'est une collection à l'origine privée. Donc voilà, même chose, persévérance, toute une vie finalement à répondre. Oser. Alors oser, la deuxième étape, généralement, je vous disais, c'est l'étape qui peut être la plus douloureuse quand je sais de quoi je rêve et vers quoi je voudrais tendre. Et en même temps, c'est l'étape la plus spectaculaire. Quand on voit les gens qui font ça, il y a toujours un côté un peu, ça fait rêver. Vous savez, c'est la fameuse pub du loto, quand le type gagne à l'euro-million, il va voir son PDG déguisé, je ne sais plus dans quelle tenue, il dit au revoir président, il lui remet la démission. Voilà. Tout le monde a un peu cette espèce de fantasme de pouvoir claquer la porte et changer de vie. Donc c'est à la fois peut-être le plus douloureux et en même temps le plus spectaculaire. Il y a des exemples. François-Xavier de Maison, qui était avocat d'affaires à New York pendant le 11 septembre. Et en fait, il a vu les tours du 11 septembre s'effondrer.
Il s'est dit, mince, je peux mourir. Il est rentré en France, il a démissionné, il s'est inscrit au cours Florent. Alors à chaque fois, c'est toujours des histoires un peu sexy, spectaculaires, voilà, qui font envie. Attention, moi je nuance un peu le propos dans le livre. Je ne suis pas sûr que claquer une démission comme ça à partir en n'ayant rien derrière soit une bonne idée. Je vous dis ça en même temps, moi je l'ai fait, mais j'étais beaucoup plus jeune. Donc en tout cas, voilà, François-Xavier de Maison, Fanny Ruel, même chose, humoriste belge qui était attaché de presse, qui en fait a testé 2-3 blagues dans un club de stand-up. Sa vidéo a fait le buzz, elle a marché, elle a fait je crois 16 ou 17 millions de vues. Et en fait elle s'est dit, mais en fait ça peut être un vrai métier, même principe, elle a totalement changé. Alors attention, j'insiste bien, c'est à la fois spectaculaire. Je ne suis pas sûr que ce soit la voie la plus royale. Et enfin, dernière chose, sur la persévérance, Justo Gallego Martinez, qui est un monsieur qui est mort d'ailleurs l'année dernière à 96 ans, quand il était enfant, il a eu une tuberculose, il a cru qu'il allait en mourir. Il a guéri, il a attribué ça à la Vierge Marie, et il s'est dit, ben, pour remercier la Vierge Marie, je vais lui bâtir une cathédrale. Et donc, pendant 60 ans, si vous regardez, sur Internet, il y a des reportages sur lui, il a passé 60 ans sans aucune compétence entre guillemets, de maçonnerie, voilà, à bâtir une cathédrale. Et donc maintenant, il a une cathédrale, alors elle n'est pas achevée, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, une cathédrale avec une flèche de 50 mètres, tout seul, il s'est lancé, et il n'a jamais abandonné. Sur la persévérance, évidemment, J.K. Rowling, qui, quand elle écrit et envoie Harry Potter aux éditeurs, est en pleine phase de divorce, en dépression, son mari était violent, donc elle était vraiment dans une phase extrêmement compliquée. Donc voilà le genre de profil, le genre de personnage que j'ai analysé, sur lesquels j'ai travaillé, et on se rend compte qu'ils ont vraiment ces caractéristiques communes, ces capacités à rêver. Une fois que j'ai identifié mon rêve, me mettre en route, et une fois que je suis en route, pas m'accrocher quand on me refuse, quand j'ai des échecs, quand j'ai des difficultés. Voilà sur le panorama d'ensemble. Dernière chose, avant que je vous présente quelques éléments, je vais zoomer sur certaines parties du livre. On me fait souvent cette objection, c'est pour ça que j'ai envie de la traiter, que réaliser ses rêves serait égoïste. On dit souvent, mais en fait, réaliser ses rêves, c'est un peu une espèce de, je sais pas comment dire, d'obsession un peu égoïste de l'époque, où finalement, on dit souvent ça, vous savez, nos grands-parents, ils ne se posaient pas de questions, ils se dévouaient à leur famille. Toujours ce côté un peu judéo-chrétien, un peu, il faut souffrir, mais une espèce d'éthique du sacrifice. Évidemment, je suis totalement convaincu de l'inverse, sinon je n'aurais pas écrit ce livre. Et je pense même, moi, que réaliser ses rêves, c'est la chose la plus généreuse au monde. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on y réfléchit, le monde dans lequel on vit est le résultat de gens qui ont rêvé. Si je prends l'avion, pendant des millénaires, les gens regardaient le ciel, les oiseaux et rêvaient de voler. Et puis il y a des gens qui se sont battus, qui ont dit non, il faut qu'on arrive à voler. Et aujourd'hui, on prend l'avion comme on prend des bus. Donc on bénéficie finalement du rêve, de la passion, des échecs, de la persévérance des gens qui sont passés avant nous. On bénéficie de leur progrès. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, l'espérance de vie au début du 19e siècle était de 35 ans. Si vous avez plus de 35 ans, sachez que si vous êtes vivant, c'est parce qu'il y a des médecins, des chercheurs, des soigneurs qui sont battus pour nous permettre, eux, en faisant progresser la médecine, la science, la recherche, en réalisant leurs rêves, nous permettre de vivre mieux et plus longtemps. Donc, dire que réaliser ses rêves est égoïste, je m'inscris évidemment totalement en faux. Alors, on va pouvoir entrer plus dans le dur. Les 3 étapes, je vais dire rêver, oser, persévérer, avec le déroulé du livre. D'abord sur rêver, pardon. On va commencer par s'accrocher à une étoile. On va essayer de voir, vous allez voir, quelle est l'étoile un peu lointaine qui fait que même dans les différentes difficultés, je vais rester orienté sur ce cadre. Imaginez que Sophie Adeno, dès le début, elle savait exactement où est-ce qu'elle allait. Et ça, vous allez voir, c'est extrêmement important dès le début de s'orienter dans la bonne direction. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit il ne faut pas attendre d'être parvenu au sommet de l'échelle pour se rendre compte qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Voilà. Ce qui arrive vraiment effectivement à beaucoup de monde, on arrive en haut, on dit ça y est, c'est super, je suis au top de ma carrière.
c'est la fameuse chanson, le blues du businessman. Arriver au sommet de la réussite et se dire, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc attention effectivement à bien trouver la bonne direction. On retrouve un petit peu ce même élément. Il y a eu, je trouve, pas mal de points qui sont sortis avec le premier confinement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mars à mai 2020, il y a eu une espèce d'effet de loupe et d'accélérateur qui a été quand même assez fascinant, où finalement, pendant plus de 2 mois, on a demandé aux gens d'arrêter de travailler, de rester chez eux, et il y a eu notamment, on peut imaginer des prises de conscience assez violentes pour des gens qui étaient par exemple dans des tours à la défense, des métiers pourtant cadres, assez prestigieux, très rémunérateurs, et en fait des gens se sont rendus compte que quand ils s'arrêtaient de travailler pendant 2 mois, en fait ça ne changeait strictement rien à la marche du monde. Donc en termes de prise de conscience, c'est quand même d'une violence, voilà, se dire un mécanicien il arrête de travailler, les voitures tombent en panne, un boulanger il arrête de faire du pain, les gens ne mangent plus. Dans les tours de la défense, il y a des gens qui sont arrêtés de travailler pendant 2 mois, ça n'a rien changé. Et c'est pour ça ensuite qu'on a vu ces espèces de prise de conscience des gens, c'est beaucoup sorti dans les médias, des gens qui ont envoyé balader la finance pour devenir boucher, ébéniste. Voilà. Le talent n'existe pas, on va en discuter, je vais zoomer sur ce chapitre. Comment trouver sa voie, comment définir un objectif. Donc on va être à la fois dans la partie vraiment purement aérienne et en même temps on va entrer dans des choses concrètes. Comment oser se lancer, je donne pas mal de pistes notamment sur l'état d'esprit, sur le cercle d'influence, on va travailler sur le réseau, qui est dans mon réseau, quels sont les gens qui m'entourent, quelle image ils me renvoient, quels conseils ils me donnent. Et je vais zoomer, vous allez voir sur ce chapitre numéro 6, sur l'importance de l'action. Et enfin sur la persévérance, le fait de ne pas abandonner évidemment, la mise en place de la discipline, des habitudes, des choses très étonnantes qui sortent. Je vais zoomer sur les critiques. Le fait quand je me lance dans la réalisation de mes rêves, quand je fais quelque chose, que ce soit artistique, sportif, je crée une entreprise, n'importe quoi, je vais être soumis aux critiques et vous allez voir, ça va être parfois difficile et violent. Pourquoi? Parce que ça touche évidemment à l'intime. Quand j'écris un livre, si ensuite un critique me désigne en disant que c'est de la daube, c'est pas juste un projet professionnel qui échoue, c'est vraiment quelque chose qui me tient. Et puis la gestion du temps. Voilà l'ensemble des points que j'ai balayés dans le livre. Je vais zoomer sur 3 chapitres pour tenir dans le temps. Première étape, donc d'abord rêver. Je vous l'ai dit, beaucoup de gens finalement, enfin beaucoup, des gens en chemin oublient un petit peu leurs rêves et quand ils passent à l'âge adulte finalement, ne savent plus où est-ce qu'ils sont passés. Ils vont me dire, bah tu sais, moi je sais plus ce dont je rêvais, je sais pas, finalement j'ai pas de rêve à réaliser. Où les retrouver? Moi je propose 2 pistes. Évidemment, premièrement, l'enfance. Si jamais vous avez égaré vos rêves en chemin, la première chose évidemment à faire, c'est essayer de faire une phase un peu d'introspection et se rappeler mon enfance. Qu'est-ce que vous faisiez? Quels étaient les posters qui étaient accrochés au-dessus de votre lit? Quels étaient les livres que vous lisiez? Quels étaient les films? Quels étaient les gens que vous admiriez? Quels étaient les gens qui vous faisaient rêver? Généralement, on le sait, en fait, on a du temps, voilà, donc on va pouvoir faire une phase d'introspection. Dans l'enfance, on n'est pas encore passé par l'espèce de lessiveuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'angle mort de 15 à 25 ans, où l'école va me dire non mais rêve pas, c'est pas possible, les parents vont me dire trouve-toi un vrai job. On n'est pas encore passé par là, on est dans une phase un peu qui est préservée, où d'ailleurs quand les enfants ont des rêves, on trouve ça mignon. Un enfant qui me dit ah ben moi je veux être le premier homme à aller marcher sur Mars. Ah super, c'est mignon, t'inquiète pas, tu verras quand tu grandiras, tu finiras dans un job comme tout le monde, mais les enfants, quand les enfants le disent, c'est important. Donc, allez creuser du côté de l'enfance, avant qu'on passe dans cette espèce de grande décision. Et le deuxième endroit où on peut retrouver des traces de ces rêves, si on est archéologue, évidemment, moi je vous encourage à vous interroger sur votre temps libre. Le temps libre, en clair, le temps où je ne travaille pas et le temps où je ne suis pas pris par ma vie professionnelle. En clair, se poser la question, dans mon temps libre, quand je n'ai aucune contrainte, spontanément, qu'est-ce que je fais? Si vous passez votre temps à aller à Saint-Ouen faire les puces pour aller chiner,
peut-être qu'il y a des chances que votre rêve soit par là. Si vous passez votre temps à prendre des bouquins pour lire ou vous mettre à votre ordi pour écrire, il y a des chances que ce soit par là. Si vous passez votre temps à cuisiner, peut-être que c'est probablement pas. Posez-vous la question. C'est vraiment les deux pistes, l'enfance et le temps libre. Spontanément, quand j'ai pas de contraintes, quand j'ai pas d'obligation, qu'est-ce que je fais? Généralement, c'est un indicateur assez clair. Hop. J'entre dans ce chapitre. Alors, qui est détaillé, je vais entrer dans le chapitre numéro 2. Le talent n'existe pas, parce que moi je l'aime beaucoup, et puis en plus il suscite souvent pas mal de débats. Moi, c'est vraiment une conviction que j'ai acquise avec le temps et avec mes recherches. Clairement, le talent n'existe pas. Il ne faut pas se dire, il y a des gens qui ont des talents, il y a des gens qui ont des dons. Moi, je crois beaucoup à la phrase de Jacques Brel, le talent, c'est l'envie. En clair, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose, et surtout, est-ce que je suis prêt à supporter l'enfer que ça va être? Camille Buffa, l'année où elle a été championne olympique, nageait 14 km par jour, 6 jours sur 7, pendant 1 an. N'importe qui, vous prenez n'importe quel enfant, vous le faites nager 6 jours sur 7, 14 km par jour pendant 10 ans, vous en faites un champion ou une championne. Sauf que très peu ont cette envie, cette persévérance de supporter l'enfer que ça suppose. Citation de Maréchal Foch, je trouvais ça bien. L'arme la plus puissante, c'est l'âme humaine lorsqu'elle prend feu. Donc quand je suis aligné sur moi-même, quand je sais ce que j'ai envie de faire et que je suis prêt à supporter ça, je suis entre guillemets dans la bonne direction. Il y a une interview de Picasso à la fin de sa vie où on lui avait demandé quel était le secret de son succès. Il avait dit c'est pas compliqué, j'ai peint 1 toile et demie par jour toute ma vie. N'importe qui d'entre nous, on se met, vous mettez à la peinture, même si vous dites tiens je ne sais pas peindre, peignez 1 toile et demie par jour, en 1 an vous ferez 500 toiles. Peut-être que ça sera 500 croûtes. En 10 ans vous en ferez 5000, peut-être que ça sera encore 5000 croûtes, mais si vous insistez comme ça pendant des décennies, vous finirez nécessairement par avoir 1 toile, ou plusieurs, de qualité dans des musées. Sauf que très peu d'entre nous ont cette capacité, cette persévérance, mais surtout sont d'abord alignés en fait dans un truc finalement qu'ils aiment faire. Voilà, il faut vraiment, évidemment je vais insister dessus, trouver d'abord ce qu'on aime faire pour pouvoir ensuite accepter de me taper l'enfer. Sophie Anno, qui depuis 35 ans fait tout pour pouvoir finir dans la Station Spatiale Internationale, c'est vraiment qu'elle était totalement dans cette optique. Donc plusieurs éléments là-dessus. Évidemment, le talent est une excuse. Le talent n'existe pas, le talent est une excuse. Moi, à plusieurs titres, moi, pour, entre guillemets, justifier le fait de ne pas me lancer, je ne vais pas devenir écrivain, de toute façon, je n'ai pas de talent. Je ne vais pas faire la guitare, je n'ai pas de talent. Moi, de toute façon, je ne vais pas ouvrir un restaurant, je n'ai pas de talent. C'est confortable, je me dis, de toute façon, voilà. Ça m'évite de me dire par quoi il faudrait que je passe pour y arriver. Ou alors, ça permet de justifier et d'expliquer le succès des autres. Quelqu'un qui réussit, je ne vais pas me dire, ben non, il est courageux, il charbonne, il travaille comme un dingue, je vais dire, de toute façon, tu as le talent qu'il a. Voilà. Le talent est principalement, moi j'en suis intimement convaincu, une excuse. Un chercheur, Anders Ericsson, je détaille aussi ça dans le chapitre, a analysé en fait qu'est-ce qui fait que des élèves arrivent à atteindre les plus hauts niveaux de performance. En fait, il a pris des élèves dans des domaines qu'ils ne connaissaient pas particulièrement, que ce soit le jeu d'échecs, la cuisine, une discipline artistique comme la guitare. Et en fait, il s'est rendu compte qu'au début, on a une phase d'apprentissage qui est assez forte et qui est la même pour l'ensemble des élèves, sauf qu'au bout d'un moment, il va y avoir les courbes qui vont se séparer. Il y a des élèves qui vont passer sur ce qu'on appelle la pratique naïve. Quand ils ont atteint un niveau qu'ils estiment acceptable, j'apprends à jouer la guitare, j'estime que j'ai atteint un niveau acceptable qui me permet de gratouiller, c'est typiquement mon cas, je joue, j'accompagne mon chant. J'ai atteint ce niveau, et ben, j'arrête de progresser, je suis dans ce qu'on appelle la pratique naïve, c'est un loisir, c'est un divertissement, ça me fait plaisir. En revanche, il s'est rendu compte que les élèves qui, eux, continuaient de monter, et donc développer les plus hauts niveaux de performance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient en place ce qu'on appelle la pratique délibérée.
pratique délibérée, qui rejoint cette idée que finalement le talent n'existe pas, qui se caractérise par plusieurs éléments. Premièrement, il va y avoir le fait de sortir systématiquement de sa zone de confort. Typiquement, il a étudié les joueurs de tennis. Un joueur de tennis qui va continuer à progresser, systématiquement à l'entraînement, il va essayer de faire des choses difficiles ou nouvelles pour lui, auxquelles il n'est pas habitué. Je peux passer ma vie à jouer au tennis, à envoyer la balle avec mes copains. Je ne serai jamais un champion. Par contre, si jamais je veux progresser, je vais devoir chercher la difficulté. Ils vont rechercher aussi le retour et notamment le feedback. Ils vont demander à des gens extérieurs de leur dire où est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je pourrais changer dans ma pratique, comment je pourrais être encore meilleur. Ils vont avoir une approche extrêmement professionnelle et méthodique de l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste aller au club de tennis pour taper dans la balle. Ils vont dire lundi, on travaille le coup droit, mardi, on travaille le revers, donc quelque chose d'extrêmement précis et travaillé. Donc ça va vraiment dans cette idée que ne vous dites pas j'ai pas de talent. Voilà. Si vous cherchez, vous voulez atteindre les meilleurs niveaux de performance, Anders Ericsson, la pratique délibérée, il y a plein de choses qui ont été écrites dessus, moi je le présente dans le livre, le fait de ne pas être juste dans une pratique naïve, mais vraiment essayer à chaque fois de pousser, d'aller rechercher la difficulté, rechercher le feedback, l'entraînement, accepter aussi la répétition, l'ennui. Il a mesuré la durée pour devenir expert dans n'importe quel domaine, discipline artistique, sportive. Dès l'instant où je mets en œuvre la pratique délibérée, il faut 10 000 heures de pratique. Si je passe 10 000 heures à jouer d'un instrument de musique dans cette optique-là, j'arriverai à atteindre un niveau d'expertise. Point fondamental. Ne cherchez pas ce que vous avez fait, ce que vous savez faire, mais plutôt ce que vous aimez faire. Ce qui rejoint finalement ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'enfance et le temps libre. L'enfance, j'avais aucune contrainte, je n'étais pas bloqué par l'école, donc qu'est-ce que j'aime faire? Spontanément, peut-être j'aime écouter du rap, j'aime écrire du rap, j'aime peindre, j'aime faire du skateboard, qu'est-ce que j'aime faire quand je suis enfant? Même chose là sur mon temps libre. Évidemment, si je veux réaliser mes rêves, il est absolument essentiel de trouver ce qu'on aime, d'aimer ce qu'on fait et de faire ce qu'on aime. Puisque, on l'a vu effectivement, le parcours est extrêmement long, extrêmement compliqué. C'est pas, attention, c'est pas un chemin de bonheur ou de facilité. La réalisation de ses rêves, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais donc du coup, il faut impérativement aimer ce qu'on fait. Donc plutôt que de se dire il faut que j'aime ce que je fais, dites-vous qu'est-ce que vous aimez faire, et hop, je vais m'orienter là-dedans. C'est exactement ce que font vraiment les gens qui réalisent leur rêve. Il n'y en a pas un sur les 100 personnalités que j'ai étudiées qui dit dans une interview dans un de ses livres j'aime pas le tennis, j'aime pas la natation, j'aime pas la musique. Personne. Et on le voit d'ailleurs, même quand vous regardez les sportifs de haut niveau, quand ils font les entraînements, voilà, ils jouent entre eux, ils sont prêts à, même un match amical, un truc d'entraînement, ils sont prêts à mourir sur le terrain. Ils adorent ça. Point qui va aussi dans cette direction, les débuts sont, et c'est une très bonne chose, généralement catastrophiques. Je vous encourage à noter une lecture, une pièce de théâtre qui s'appelle Le Gant Rouge, qui est une catastrophe littéraire qui a été écrite à 19 ans par un monsieur qui s'appelle Edmond Rostand, qui a écrit 10 ans plus tard Cyrano de Bergerac. Vous allez voir comme c'est rassurant. Vous lisez cette pièce, qui a été retrouvée d'ailleurs assez récemment, elle avait disparu, Edmond Rostand avait fait en sorte de la faire disparaître, et un passionné a réussi à la retrouver. Vous la lisez, c'est une catastrophe. Et bien, on peut se dire, ok, je peux partir de là, et 10 ans plus tard, écrire Cyrano de Bergerac. Donc ne vous dites pas, il y a du talent, il y a des dons, pas du tout. On peut partir de... Et vraiment, sur les parcours que j'ai étudiés, si on étudie Michael Jordan, enfin, tous les parcours ont commencé par être des catastrophes. Et c'est pas grave. La seule chose, c'est est-ce que je me mets en chute. Et enfin, généralement, on va avoir une espèce de concomitance entre le rêve et la passion. C'est-à-dire que probablement le rêve, c'est d'aller dans les étoiles, le rêve, c'est de chanter au Stade de France, le rêve, c'est d'avoir son propre restaurant. Ça passe par quoi? Ça passe par une pratique quotidienne régulière et donc totalement alignée avec la passion et donc avec ce que j'aime.
Donc là, effectivement, est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je fais ce que j'aime? Et donc, est-ce que je suis prêt à y consacrer le temps, l'énergie nécessaire? Voilà sur le chapitre du talent. Je vais vous présenter maintenant, hop là, le temps qui passe, le chapitre 6. Alors évidemment, dans le livre, il y a des exercices, il y a pas mal d'autres choses. L'idée n'est rien, agissez. Ça, c'est vraiment une idée, un point absolument déterminant. Hop là. Petite citation, M. Walt Disney. Le meilleur moyen de réussir, c'est d'arrêter de parler et de commencer à faire. Ça fait 20 ans que j'écris, ça fait 12 ans que je suis publié maintenant. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui rêvent d'être écrivain. Qui me disent « Ah, j'ai une idée géniale, j'ai un chef. » Je dis « Super, et tu écris ?» Ah non, pas du tout. Ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas devenir écrivain si tu n'écris pas. C'est absurde. Et pourtant, voilà, c'est comme si je me disais, quelqu'un me disait « Je rêve de gagner Roland Garros ». Mais par contre, je ne joue pas au tennis. C'est absurde. Et pourtant, plein de gens sont dans cette démarche. Donc, c'est pas tout d'avoir des bonnes idées. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire dans la vie, d'ailleurs, on le sait tous. Et la grande difficulté, ça rejoint d'ailleurs des éléments, je vous disais tout à l'heure, je suis aussi formateur en parallèle, c'est une des grandes difficultés de la formation. Un des grands enjeux de la formation, c'est de passer du « le savez-vous » au « le faites-vous ». On sait ce qu'il faut faire, mais concrètement, est-ce qu'on le fait? Même généralement, on fait l'inverse. Et ça vaut pour tout dans la vie. Dans la vie, on sait qu'il faut faire du sport, et pourtant on fume. Voilà. On sait qu'il faut lire des livres, et on regarde la télé. Donc on sait ce qu'il faut faire. Généralement, il n'y a pas de grande surprise. Sauf que, on garde les idées dans notre tête, et on ne se met pas en chemin. Donc attention, ne restez pas dans des grandes idées, dans des trucs un peu intellectuels. Les gens qui réalisent leurs rêves, ce n'est pas des penseurs. C'est vraiment notre ami qui bâtit sa cathédrale. Il ne s'est pas dit ah, merci Vierge Marie, un jour je vous rendrai hommage. Il est arrivé, il a acheté des briques et il a commencé à bâtir une cathédrale. Voilà. Donc si je veux devenir musicien, si je veux devenir artiste, si je veux créer mon entreprise, arrêtez de parler et commençons à faire. Ça va évidemment en lien. Les Américains disent « Done is better than perfect ». Fait est mieux que parfait. On est toujours un peu prisonnier par cette espèce de perfectionnisme. Se dire « mais je ne peux pas envoyer mon livre à l'éditeur, il n'est pas encore prêt. Je ne peux pas monter sur scène pour jouer mon morceau à ma guitare, c'est pas encore prêt, je ne suis pas assez bon. » Tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. La clé, c'est vraiment d'être dans l'action, et ensuite vous allez voir, je l'affiche juste là, pardon, c'est la fin. Commencer et terminer. Est-ce que je commence les choses et ensuite est-ce que je vais au bout? Et une fois que j'ai terminé, qu'est-ce que je fais? Ben, je recommence. Si tu veux devenir écrivain, c'est pas compliqué. Il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet. Et on les connaît toutes. Donc, tu te poses à ton ordi, tu écris. Tu vas jusqu'au bout du livre. Une fois que tu as fini, ben, tu l'imprimes, tu l'emmets dans une enveloppe, tu l'envoies, tu prends tes refus, tu pleures et tu recommences. Et peut-être le deuxième sera publié, et peut-être le troisième. Voilà. Et c'est très bien, même si la première version est catastrophique, c'est pas grave. Mon restant, le vent rouge. Voilà. Moi, il y a une autre citation que j'aime beaucoup. J'ai jamais retrouvé l'auteur. Je vais rendre sa citation, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Qui dit « Si tu n'as pas honte de la première version de ton travail, c'est que tu l'as sorti trop tard. » Si quand tu retrouves, je ne sais pas, ton premier roman, si quand tu retrouves le film que tu as tourné avec la caméra, avec tes potes quand tu avais 18 ans, si quand tu le regardes, tu ne te dis pas « Quelle honte, c'est une catastrophe, comment j'ai pu sortir un truc pareil », si tu n'en as pas honte, c'est que tu l'as sorti trop tard. Donc, ne restez pas dans, faut pas rester dans l'intellectuel, la pensée, les idées, il faut vraiment être dans l'action. Et je vous encourage pour ça, il y a un exercice que j'aime bien, pour justement lutter un peu contre ce perfectionnisme. Cherchez des chefs-d'œuvre, des choses que vous aimez, que vous admirez, et trouvez-leur 3 défauts. Vous trouverez toujours 3 défauts. Moi, j'ai relu récemment Notre-Dame de Paris. Il y a des morceaux de Notre-Dame de Paris où je me disais, il aurait pu quand même bosser plus. Alors que, évidemment, je suis incapable de faire pareil. Ça veut dire que Victor Hugo, même lui, il y a des moments peut-être que il a dit c'est pas grave, je laisse couler. Même principe, une personne que vous admirez, vous dites tiens, je ne serai jamais comme lui, je ne serai jamais aussi fort.
Trouvez-lui des défauts, vous les trouverez. La perfection n'existe pas, juste des gens qui acceptent finalement de lâcher les choses. Donc ne gardons pas les idées dans la tête. Si jamais on meurt sans avoir réalisé ses rêves, eh ben, ils partent avec nous. Et enfin, dernier point sur lequel je vais m'attarder, je ne vais pas développer tous les chapitres, le chapitre des critiques que j'aime bien parce que chaque fois que, évidemment, je me lance dans la réalisation des rêves, nécessairement, je l'ai dit tout à l'heure, ça touche à l'enfance, ça touche à l'intime, ça touche à des choses qui sont extrêmement personnelles. Et donc, quand je me prends des critiques dessus, ça peut être extrêmement blessant. C'est pas juste j'ai un projet professionnel qui a échoué, c'est j'ai écrit mon roman, j'ai composé ma musique, j'ai réalisé mon film, j'ai ouvert mon restaurant, je fais quelque chose, je mets mon cœur, mes tripes dedans. Donc c'est très affectif. Si on me dit c'est nul, t'as pas de talent, c'est catastrophique, c'est pas juste un projet professionnel qui échoue, c'est quelque chose qui me touche, qui relève vraiment de l'intime. Donc comment gérer ces critiques? Je vais vous donner plusieurs éléments. Une chose qui est très importante à comprendre, tout le monde, on a toutes et tous deux éléments en nous. Une capacité à faire et une capacité à critiquer. Attention, je ne prends pas la critique dans un sens négatif, critiquer et dire du mal, mais vraiment émettre un jugement, un regard critique. Surtout, on a tous ces deux éléments et généralement, il y a une énorme différence entre les deux. Je vous parlais de Victor Hugo. Moi, je suis capable de lire Notre-Dame de Paris, de trouver des moments de faiblesse dans le bouquin, alors que je ne suis pas capable de faire pareil. Demain, il y a l'équipe de France qui joue, on va tous être devant notre télé, et on va dire, bah tiens, Mbappé, ce soir, il n'est pas en forme, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'on nous file un ballon, on est incapable de faire pareil. Et pourtant, d'ailleurs, les commentaires, les critiques, les analyses qu'on fait sont de bonne qualité. Mais il y a une différence entre ce que je suis capable de faire et ce que je suis capable d'observer chez les autres. Et dernier point, ce qui explique beaucoup de choses, la quantité de travail nécessaire pour arriver à combler les deux est phénoménale. Je suis capable de dire, bah tiens, tel guitariste, ce morceau était bien ou ce morceau n'est pas bien, cette chanson du chanteur ou de la chanteuse, elle est bien, elle est moins bien. Évidemment, je suis incapable de faire pareil. Ou pour arriver à faire pareil, ça va me demander une quantité de travail absolument phénoménale. Donc, première chose pour remettre en perspective, entre guillemets, du coup j'ai envie de dire attention, choisissez votre camp. Choisir de critiquer, de commenter, ou je peux choisir de faire. On n'est pas dans le même camp. Dès l'instant où je choisis de réaliser mes rêves, je me mets en route. C'est pas la même chose de regarder, de commenter, de critiquer le travail des autres et de dire bah, je vais me lancer, j'ouvre mon restaurant, je crée mon entreprise, je vais me lancer dans ma passion, mon rêve. Hop là, sur ces critiques, plusieurs éléments à garder en tête. Petite citation évidemment, Aristote, il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques, ne dire rien, ne faire rien, ne soit rien. Dès l'instant où on choisit de se mettre en route vers ses rêves, de faire quelque chose, nécessairement je vais faire quelque chose de public. Et dès l'instant où ça va être public, je vais avoir des retours qui vont pouvoir être négatifs. Et on l'a vu, effectivement, ça va toucher à l'intime. Alors, premièrement, être critiqué est inévitable. Il y a un conte traditionnel que j'aime bien raconter. Il y a un père, son fils et leur âne qui vont au village chercher de l'eau. Ils partent avec l'âne, et puis au début, le père dit bah, tiens, je vais mettre mon fils sur l'âne. Ils passent dans les rues du village, des gens les regardent et disent bah, dis donc, vous avez vu, quel mauvais fils il laisse son vieux père marcher. Il descend le fils, il monte sur l'âne, continue à marcher, les gens le regardent et disent ah bah dis donc, t'as vu ça, l'enfant il pourrait se reposer, il est tout petit, et ben pourtant c'est le père qui en profite, c'est lamentable. Il prend son fils et le met avec lui sur l'âne. Ils sont les deux sur l'âne en avançant. Des gens les voient passer dans le village et disent disons, pauvre âne, on rendez compte un peu les deux imbéciles qui sont dessus. Il a raison quand même. Ils descendent tous les deux, et donc ils laissent l'âne marcher à côté, et ils croisent d'autres personnes qui leur disent vous avez vu les deux imbéciles? Ils ont un âne, ils pourront en profiter, et ils préfèrent marcher à côté. Gardez ça en tête, quoi que vous fassiez, on vous critiquera. Dès l'instant où je choisis de faire quelque chose de public,
on dira du mal de moi. Voilà. En tout cas, on commentera. Il faut l'accepter. C'est très facile à dire, très compliqué à faire. Paradoxalement, être critiqué est bon signe. Si jamais on ne me critique pas, on ne me commente pas, ça veut dire que je ne fais rien d'innovant, je ne fais rien de nouveau. Si je fais que des choses très consensuelles, si on ne me critique pas, on ne commente pas, finalement, ça veut dire que je ne me distingue pas, je ne fais rien de véritablement innovant. Il y avait une phrase, je crois que c'était Jimi Hendrix qui a dit ça, qui avait dit, il donnait un conseil aux musiciens, il dit c'est pas compliqué, si tes parents aiment la musique que tu fais, c'est que c'est de la merde. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Voilà, être critiqué est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu fais quelque chose de nouveau. Gardez bien ça en tête. Les critiques, on l'a vu, parlent souvent d'eux-mêmes. Quand je critique, quand je commente le travail des autres, il y a probablement un effet, alors je ne suis pas psychiatre, psychologue, mais effectivement peut-être une, je sais pas comment dire, une projection, des regrets, un truc, voilà, les gens vont dire, ah bah de toute façon cet écrivain il est nul, ok, bah, fais le prochain concours, voilà, ce restaurant était dégueulasse, bah, cuisine. Donc effectivement, il y a probablement une projection, donc attention à ne pas se dire, je prends tout pour moi, mais il y a les critiques parlent souvent. Moi, une stratégie que j'ai pu observer dans les gens qui réalisent leurs rêves, que je trouve extrêmement puissante, ils sont toujours dans le projet suivant. Ils sont toujours en fait en train d'avancer. Et donc, quand tu es en train de critiquer, par exemple, le dernier bouquin de Marc Lévy, entre guillemets, lui, il s'en fout parce qu'il est déjà en train de terminer le suivant. Donc il va dire, ah, mais de toute façon, c'est le bouquin que j'ai écrit en 2020, que j'ai sorti en 2021. Ah bon, vous l'avez pas lu, c'est pas grave, c'est 2020. Donc en fait, ils ont toujours, entre guillemets, un temps d'avance. Donc en fait, ils sont dans l'action et ils considèrent un peu, vraiment toutes les personnalités que j'ai pu étudier, ils considèrent finalement que les critiques sont un peu, vous savez, comme on dit, les chiens aboient, mais la caravane passe. Les autres, c'est des gens qui sont sur le côté. Ok, bah, tu peux critiquer, tu peux commenter. Alors attention, j'insiste bien, c'est facile à dire, très compliqué à faire, d'autant plus que depuis évidemment Internet et les réseaux sociaux, tout ça a explosé en termes de nombre de critiques, de commentaires. Aujourd'hui, je fais quelque chose sur YouTube, potentiellement je peux avoir 1 million de personnes qui m'insultent dans les commentaires. Il faut être prêt, alors on n'est jamais prêt, mais en tout cas ça peut arriver. Et en plus, il n'y a plus de droit à l'oubli. Avant, voilà, je pouvais faire un truc, ça n'allait pas, et ben, au bout d'un moment ça disparaissait, c'était temporaire, voilà, si je me faisais désigner par une critique de cinéma, ben, la critique a été publiée et puis une semaine après elle a été oubliée. Là aujourd'hui, c'est public, n'importe qui peut devenir critique et en plus, ça ne disparaît jamais. Donc gardez bien ça en tête, ce qui fait taire les paroles, paradoxalement, ne sont pas les paroles, ce sont les actions. Ça ne sert à rien de parler, d'essayer de convaincre quelqu'un. Les personnalités, effectivement, sont vraiment toujours dans l'action. Et enfin, dernier élément, peut-être le plus difficile, les personnalités qui réalisent leurs rêves ont cette capacité à transformer le négatif en positif. Prendre des critiques, des commentaires, soit arriver à dire, à faire le tri entre qu'est-ce que je peux en garder, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que je vais pouvoir piquer comme idée pour pouvoir m'améliorer, ou carrément prendre, entre guillemets, la haine, la colère, voilà, les fameux haters, les rageux, et au contraire en faire du carburant, moi, pour me dire, vous me détestez, vous détestez mes films, vous savez quoi, je vais en refaire un dès l'année prochaine, vous pourrez encore plus me détester. Cette capacité à transformer le négatif en positif, en tout cas, voilà, la gestion des critiques est toujours compliquée. Hop. Voilà, du coup j'arrive au bout de cette présentation. Je vous le disais au début, moi, la réalisation de ces rêves, je pense que c'est vraiment un domaine absolument fascinant. Moi je suis convaincu qu'on est tous et toutes sur cette terre pour une bonne raison, et que finalement réaliser ces rêves, se mettre en route vers eux, c'est vraiment faire ce pourquoi on est fait. Peut-être que je suis là pour faire quelque chose d'artistique, peut-être pour faire quelque chose de sportif, peut-être pour soigner les animaux, pour améliorer la condition humaine. Attention, c'est pas un chemin facile, c'est pas un chemin de, je sais pas comment dire, de bonheur, mais en tout cas, alors bonheur je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est probablement lié à la passion.
à la passion avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Moi je vous encourage, c'est la garantie probablement d'une vie épuisante mais remplie. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, le fait d'être capable de se lever en étant excité par la journée, se coucher le soir, tous les gens que j'ai pu étudier, ils sont tous rincés, mais en tout cas, ils ont l'impression d'avancer, de faire progresser la condition humaine, et eux d'être à leur place. Le fruit de mon travail. Et je suis arrivé au bout. Je vous remercie. Du coup, si vous voulez qu'on prenne un temps d'échange, de questions-réponses, avec grand plaisir. Voilà, une question. Vous-même, comment vous avez fait pour passer à autre chose qui a fait que vous avez dit je démissionne, je pars. Alors, moi, j'ai vraiment eu en plus le début du parcours quasiment que j'ai raconté, c'est-à-dire j'étais bon élève à l'école, du coup je me suis retrouvé sur des voies un peu bon élève, et donc finalement à faire une école de commerce et à me retrouver dans un job sans absolument aucun sens. Je pense qu'on a en nous une espèce de, je sais pas comment dire, de boussole ou de GPS qui fait que quand je suis aligné, quand je suis dans ce que j'aime, je me sens bien, je vois pas le temps passer, je suis heureux, je prends du plaisir. Et à l'inverse, quand je suis totalement en contradiction, eh ben, je me sens mal. C'est exactement ce que j'ai vécu. Moi, de 4 ans, j'étais dans un cabinet de conseil en informatique. Je pense, avec le recul, alors, je n'ai pas été diagnostiqué comme tel, mais j'étais limite en burn-out. C'est-à-dire j'avais pris 10 kilos, je perdais mes cheveux, j'avais des caries, je transpirais le mal-être. À ce moment-là, il s'est passé, j'avais 29 ans à l'époque, et en fait, ma femme est tombée enceinte de notre premier enfant. Et je pense que ma fille, on rend souvent d'ailleurs cet hommage, d'une certaine manière m'a sauvé. Parce que j'ai pris conscience que finalement, c'était peut-être ma dernière bretelle d'autoroute. Je me suis dit, quand t'es parent, tu fais pas n'importe quoi, effectivement, t'es plus seul, donc je me suis dit, ok, si jamais je veux changer de vie, si jamais je veux me réaligner, il faut que ce soit maintenant, avant d'être parent. Je suis allé voir la DRH, j'ai essayé de négocier un départ avec elle. Elle m'a dit très gentiment, si tu veux partir, la porte est ouverte, je ne retiens pas. Et bien du coup, je l'ai pris au mot. Je lui ai dit, c'est bon, on va s'arrêter là. J'ai démissionné. Alors, c'était à la fois la meilleure et la pire décision de ma vie, puisque je me suis retrouvé à 29 ans sans indemnité, sans chômage, ni rien. Mais en même temps, à me dire, j'ai une journée complète. Je me revois le premier lundi où le réveil a sonné. Je me suis dit, mais je fais ce que je veux de ma journée, et je n'ai pas fait la sieste sur le canapé. Hein. J'étais hyper excité. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à réfléchir à mes formations. Enfin, j'étais hyper enthousiaste. Donc voilà, moi, le cheminement que j'ai eu. Donc ça n'a pas été un basculement positif, ça a plutôt été une espèce de cri d'alarme. Enfin, j'aurais pu finir en burn-out, en arrêt maladie, ou un truc comme ça. Ou alors, si je n'avais pas démissionné, aigri, amer, à dire comment ça va? Ah bah, comme un lundi. Donc ma fille, Léonore, m'a sauvé, elle me dit souvent, elle me dit, attends, si j'étais pas là, tu ferais pas ça. Ouais. Alors malheureusement, j'ai raté le début de votre intervention, j'en suis désolée, mais j'avais envie de réagir à ce que vous disiez que les personnes que vous avez interrogées finissaient la journée assez épuisées. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est pas, quelquefois, est-ce que c'est pas fluide et facile de suivre ses rêves et de décrocher les étoiles? Est-ce que c'est forcément pris comme ça de autant de, je sais pas quel est le mot, enfin, de difficultés? Alors, fluide et facile, alors, je ne pense pas. Moi, alors, il y a quelques personnes que j'ai rencontrées, j'ai lu beaucoup de biographies, j'ai beaucoup étudié ces chemins. Il y en a assez peu qui disent que c'est un chemin, je ne sais pas comment dire, de joie, voilà, totalement facile. Maintenant, elles disent plutôt c'est la satisfaction de faire quelque chose auquel on croit. Le fait d'être aligné avec soi-même.
J'étais hier soir à l'Olympia, je suis allé voir Yannick Noah, qui est j'ai étudié aussi, qui est un des modèles du genre. Cette capacité, quand il fait du tennis, à travailler comme un dingue jusqu'à gagner Roland Garros, il le dit dans les interviews, il disait mais moi, il y a des moments où je détestais l'entraînement. Sauf que, il y allait quand même. Ensuite, il se lance dans la musique, il fallait qu'il y ait Davis, il se lance dans la musique. Est-ce que c'est facile? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Moi, à mon petit niveau, ce que j'expérimente, c'est pas facile. Mais je sais pas comment dire. Non, je pense pas que ce soit un chemin facile. Vraiment, je pense au contraire, ce qu'il y a, c'est quand on sait pourquoi on le fait et quand on aime ce qu'on fait, On donne du sens. Ouais, c'est pas une souffrance. Moi, je vois travailler énormément dans le conseil pour un truc que je détestais, c'était horrible. Aujourd'hui, travailler dur pour sortir mes chroniques, mes bouquins, la formation, ça me pèse pas. Et d'ailleurs, du coup, ça peut poser la question, comment dire, inverse. Je crois qu'il y a un bouquin chez Gérezo comme ça qui s'appelle « Les pièges du métier passion », si je ne me trompe pas. Non, c'est pas de moi ça. C'est pas vous? Non. Il me semble avoir vu là-haut, non? Un truc comme ça. Oui, mais on est libraire, donc on a d'autres éditeurs. Ah! Voilà. Pardon. C'est pas grave. La boulette. C'est pas grave. Mais en tout cas, je me suis fait la remarque en le regardant. Je pense que c'est un vrai risque du métier passion parce que tous les gens qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font, finalement, généralement ils se réveillent même avant le réveil. Il n'y a plus de frontières entre ta vie perso et ta vie pro, c'est des horaires à rallonge. Et en plus, ça touche quelque chose qui relève vraiment de l'intime. Donc, non seulement tu as un risque d'épuisement professionnel, je pense que personne dira bah, moi je réalise mon rêve, je suis sur une plage, sur une île déserte. Enfin, je pense pas. En tout cas, c'est pas du tout les profils des gens que j'ai pu étudier. Et je pense qu'il y a un deuxième risque, si on va dans cette direction, c'est que c'est lié à l'intime, et donc à l'affectif. Et donc, l'implication n'est pas du tout la même. C'est pas juste un job où je fais mes horaires. C'est vraiment, je travaille sur mon rêve, sur ma passion, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, si ça marche, ben, je suis d'autant plus fier, mais on peut avoir l'effet inverse. Si ça échoue, ou si c'est difficile, si j'ai des critiques négatives, des retours négatifs, c'est vraiment quelque chose qui peut être très blessant. On le voit par exemple pour les gens qui créent leur entreprise. Les entrepreneurs, quand ils créent leur entreprise, c'est un peu leur bébé, ils le font grandir. Quand ils échouent, quand l'entreprise fait faillite, généralement ils tombent, on dit souvent dans la spirale des 3D, alors pardon, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais c'est dépôt de bilan, dépression, divorce. C'est-à-dire que c'est tellement leur vie que le fait d'échouer fait que toute leur vie s'effondre. Voilà. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui soit juste salarié dans une entreprise, s'il n'aime pas particulièrement son job, même s'il il se fait virer, bah, il va rebondir. Voilà. Quelqu'un qui a créé l'entreprise échoue, c'est vraiment un échec qu'on vit personnellement. Enfin, je ne vais pas créer une entreprise, mais j'imagine. Donc, je dirais ça, pardon. Honnêtement, il n'y en a aucun qui a dit que c'était facile. Au contraire, ils disent, même David Douillet, il y a une citation que je mets de lui, il dit on repère les champions au fait qu'ils sont prêts à accepter l'enfer que suppose le fait de devenir professionnel. C'est un enfer. Il n'y a pas de. Il ne faut pas se dire. David Douillet, je ne le connais pas personnellement, j'imagine qu'il aime le judo, mais pendant sa carrière professionnelle, il y a des moments où probablement il n'avait pas envie d'aller à l'entraînement. Et bien je suis sûr qu'il y allait quand même. Parce qu'il y a un moment où on est dans une démarche. Oui, mais là, ça peut être difficile parce que c'est quand même des rêves haut niveau que vous citez. Après, il y a des rêves qui sont un peu plus basiques, je dirais. C'est vrai que j'ai pris les exemples de gens. Je rejoins un petit peu Mireille par rapport à ça. Je trouve qu'il y a des rêves qui sont plus faciles à réaliser, à accéder, à travailler. Rien que le fait de vouloir petit, faire un travail qu'on arrive à faire et qui nous passionne, mais déjà c'est un rêve réalisé qui est plus simple finalement, c'est plus linéaire. Et là c'est quand même du rêve plus quoi. Oui, alors je réfléchis parce que je cite aussi des gens anonymes dans le livre. Ce que je veux dire par là, oui, là où je suis d'accord, c'est que le rêve n'est pas forcément lié à qu'une notion de performance. Oui, voilà. Pas uniquement une notion de performance, voilà. Mais attention, moi j'ai pas pris rêve dans le sens où c'est pas, entre guillemets, un rêve qu'on fait une fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, tiens, mon rêve, ça serait d'assister à la finale de la Coupe du Monde en loge. Voilà. Ça, c'est pas du tout le genre de rêve que j'ai étudié. Ça, c'est possible. Bon,
très bien, mais c'est, voilà, on va me dire, tiens, j'aimerais une fois rencontrer... Non, c'est plus un souhait, ça. Enfin, Voilà, c'est plus un souhait. Parce qu'il y en a qui me disent, ah, moi, mon rêve, ça serait, je sais pas, de rencontrer Renaud. Tiens, pourquoi pas? Mais c'est pas du tout ça. Donc, vraiment, là, l'idée, c'est, en gros, aller chercher les étoiles, le rêve qui peut nous guider, entre guillemets, tout le monde. Mais je suis d'accord, c'est pas forcément lié à la performance. Je voudrais revenir questionner votre chapitre un petit peu touchy sur le talent, sur cette notion de talent qui, quand même, sur certains rêves, je pense notamment plutôt à des cursus artistiques. Encore une fois, on n'est pas simplement dans un travail de répétition pour acquérir des compétences, mais ces gens-là sont quand même guidés, motivés par autre chose qui font leur réussite, leur prestige, et du coup, pour moi, enfin, je ne sais pas si vous annulez totalement la notion de talent dans votre réflexion, si elle n'existe pas, si c'est effectivement, comme le dit Brel, simplement une envie plus qui fait que ça guide leur voie, ou si quand même sur certaines particularités de trajectoire, et je reprends quand même vraiment plus les schémas, enfin les trajectoires artistiques, il y a quand même ce supplément d'âme qui fera quand même de toute façon la différence avec quelqu'un qui travaille pour. Je prends je prends par exemple un chanteur lyrique et un candidat à la Star Academy pour moi. Enfin voilà, c'est à peu près ce truc-là. C'est pas le travail qui va faire la réussite du deuxième profil. Je sais pas si vous voyez la différence. Alors, c'est drôle parce que souvent quand on fait ce genre d'objection, on prend plutôt l'exemple sportif. En disant, un sportif, il y en a qui vont peut-être avoir plus de prédisposition. Voilà. Alors, je peux me tromper, mais moi, vraiment, je pense que le talent, c'est uniquement l'envie. Est-ce que je suis prêt à encaisser ça? Le meilleur exemple pour tout ça dans le domaine sportif, évidemment, c'est Sir Williams. S'il y avait vraiment un don, un génie du tennis, qui venait toucher du doigt des gens en disant bah, « Tiens, toi, tu seras champion ou championne », quelle est la probabilité qu'il tombe 2 fois dans la même famille? 0. Le seul élément, c'est qu'elles ont eu un père qui leur a dit « Vous gagnerez les tournois du Grand Chelem ». On le voit d'ailleurs en foot, il y a le fils Thuram qui, voilà, si vraiment il y avait un dieu du foot, la probabilité qu'ils prennent le père et le fils. Non, c'est que le fils, il a dû grandir dans cet environnement, découvrir ça, voilà, même en rugby, il y a un joueur, je ne sais plus son nom, mais qui maintenant est en équipe de France, son père jouait il y a 20 ans, donc... Ntamak. Merci. Émile Ntamak, et le fils c'est... Romain. Voilà, merci. Je me suis fait la remarque, voilà, il y a Thuram. Donc en gros, il y a des dynasties, en tout cas, des environnements, des milieux, et moi je suis persuadé que n'importe qui d'entre nous, on serait né dans la famille Williams, on aurait gagné un tournoi du Grand Chelem. Là, c'est plutôt en l'occurrence le rêve du père, non? C'est Williams que le rêve. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Enfin, peut-être pas. Mais c'est peut-être devenu après. Oui, peut-être. Ça, c'est vrai. Ça pose. Ta parole, vu que la rêve à travers les enfants, qui n'ont pas pu réaliser. Mais du coup, c'est vrai que c'est une très bonne remarque. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. Est-ce que finalement, on peut insuffler le rêve à quelqu'un d'autre? On voit souvent ce schéma des parents qui n'ont pas pu réaliser leur rêve et donc du coup, entre guillemets, poussent un peu leurs enfants dans une voie qu'eux n'ont pas pu faire. Est-ce qu'on peut insuffler un rêve à quelqu'un d'autre? Vous avez 4 heures. Alors ça, c'est une très bonne question, je sais. Est-ce qu'on peut... En tout cas, probablement en vivant dans le même milieu. Après, sur la partie artistique, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je trouve un peu délicat sur la partie artistique, c'est est-ce qu'on peut vraiment, entre guillemets, comparer? Est-ce qu'on peut dire, tiens, tel artiste est meilleur que tel autre, tel... Ah non, mais il y a des personnes qui travaillent pour ce rêve et qui ne l'atteindront jamais. C'était plus ça, c'était pas une question d'appréciation. C'est qu'il y a des artistes, on prend l'exemple des chanteurs, mais qui ont travaillé, mais qui avaient pour moi un talent inné, enfin voilà, et qui touchent à ce rêve-là. Et puis, on a quand même foule d'exemples, ne serait-ce qu'à Paris, de gens qui sont artistes, qui tournent dans l'opéra, en fait. Tous d'être la star de l'opéra, du ballet, et vous avez le danseur étoile et les autres danseurs. Il n'a pas
je veux dire, il a plus de... Je pense qu'ils ont tous travaillé exactement pareil, ils se sont tous tués pareil, ils ont bousé leurs pieds pareil, puisqu'ils sont dans une école pour devenir. Il n'y en aura qu'un, en fait, qui sera... Comme dans... C'est vrai. Il y a... On descend, là. Je suis désolée. Hein, Non, mais je suis 100% d'accord. Je pense qu'on touche... Non, mais je suis 100% d'accord. J'ai cherché un exemple et Je pense qu'on est en fait sur la différence entre, attention, la réalisation du rêve et le succès. Oui, non, c'est pas nécessairement la même chose. On peut être passionné de danse, passer toute sa vie à danser, effectivement, sans jamais atteindre la notoriété. Van Gogh, j'ai vendu une toile, je crois, dans sa vie. Son rêve, c'est de devenir peintre. Et en parlant de Van Gogh, il était très mauvais au début. Il a travaillé, et petit à petit, il est devenu bon et il n'est reconnu que bien après. Souvent, c'est quand il meurt. Parce qu'il est donc du coup, attention, c'est pas la même chose le succès et la réalisation de ses rêves. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces petits rats d'opéra rêvent tous d'être l'étoile, et on va forcément dire à tous les autres, ce ne sera aucun d'entre vous, vous resterez derrière lui parce que ce sera lui l'étoile. C'est comme la cantatrice en fait. Dire qu'ils sont tous en train d'essayer de chanter et il y en aura une qui sera là. Malgré tout. Alors, je dirais juste une chose, effectivement, attention. Mais leur rêve, c'est peut-être pas que de danser derrière le. Alors, une chose, attention, évidemment, il y a une question de rapport au succès derrière. Maintenant, attention, la réalisation des rêves, ça peut être lié à la passion. J'en parle dans un des chapitres. Si ta passion, ton rêve, c'est autour de la danse, on peut faire plein de choses. Certes, tu peux faire la danse, mais tu peux aussi, pourquoi pas, enseigner la danse. Tu peux, pourquoi pas, créer un média autour de la danse. Tu peux fabriquer, tu peux créer une entreprise j'en sais rien, réaliser des films autour de la danse. Tu peux, une entreprise de fabrication de chaussons de danse. Enfin, voilà, tu peux faire d'autres choses autour de ce domaine. C'est quand même le talent qui va nourrir le travail, les efforts de ces personnes qui sont démarquées, justement. Je ne sais pas si c'est le poulet, je pense que c'est l'œuf et la poule. Le travail 100%. Il peut être fait dans la souffrance parce que effectivement, ça exige beaucoup de travail. Un Nadal, c'est pas juste parce qu'il a souffert, il a énormément travaillé, etc. Parce qu'il y avait des facilités aussi. Mais il y a aussi un facteur chance, je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de facteurs chance. Alors, le facteur chance, moi j'avoue que je ne l'ai pas étudié. Je croiser le chemin des personnes qui saura révéler le talent, le faire travailler. Je pense que. Alors, il y a peut-être un facteur chance. Il y a des bouquins sur la chance qui sont très intéressants. Néanmoins, Nadal, pour le coup, c'est vraiment lui l'exemple parfait. J'ai lu il y a quelques années une interview de Richard Gasquet, qui justement lui demandait de parler de Nadal, Federer, Djokovic, enfin, les phénomènes. Et il disait, mais vous savez, ils ont des vies qui ne font rêver personne. C'est-à-dire que Nadal, il arrive à l'hôtel, il se couche, le matin il fait l'entraînement, l'échauffement, tac, avec son coach, il fait le tournoi, il joue, 5 semaines de tournoi et ensuite il enchaîne avec un autre avion. Enfin, ses journées sont rythmées par l'entraînement, le footing, la bouffe, la récupération. Enfin, sa vie, c'est ça. Donc, est-ce que c'est une vie qui nous plairait? Je ne sais pas. En tout cas, lui, son rêve, c'est de battre les records de tournoi du Grand Chelem. Est-ce que c'est lié au talent? Après, on peut avoir ce débat pendant 10 heures. Moi, je crois vraiment. Est-ce que j'aimerais le talent, c'est ma vie, est-ce que je suis prêt à? Ça fait plus de temps. Mais attention, j'insiste bien, la réalisation du rêve, c'est pas la même chose que le succès. Tu peux avoir des gens qui ont beaucoup de succès, qui font des trucs pas de bonne qualité, et inversement. On s'arrête là?